Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Robert Dany avec l'émission Parlons avec nos vétérans. Alors, je vais faire une petite présentation là, pour présenter là, notre invité, là, Robert Dany, qu'on appelle dans le milieu Bob. Alors, bonjour Robert. Bonjour Philippe. Est-ce que je t'appelle Bob ou Robert? Les deux, ça va aller. Mais Okay. J'aimerais mieux Bob. Bob? Oui, ça va être mieux Bob. Je vais faire une petite présentation là, pour présenter, parce que tu n'as pas de l'air de ça, là, mais quand je vais présenter, là, puis là, j'ai pas le choix de regarder parce qu'il y a tellement d'affaires, puis j'ai comme fait, j'ai abrégé en plus. Okay, c'est bon. Alors, Robert Dany vient de Montréal. Oui. Plus précisément, tu voulais pas le dire. Ben, Saint-Henri. Saint-Henri, là, mais c'est pas grave, t'es correct pareil. Ah oui, ben oui. Alors, 29 ans dans les Forces canadiennes avec le 5e régiment de l'artillerie légère du Canada. Oui. Dans les tours opérationnels, tu as ship de 80 à 81. Oui. Okay, le ship, là, c'est en péninsule de la Grèce, là, finalement. C'est ça. Aussi, l'année 87-88. Bosnie, là, on va dire un peu quand c'était rock'n'roll, là, en 93-94. Puis, en fin de mandat, un peu pour nous autres, là, c'était plus, là, on se préparait à retirer nos troupes là, en 2000-2001. Puis, comme entrée de jeu, j'aimerais ça qu'on parle de ton entrée dans les Forces canadiennes. Comment tu as pris une décision? Bon, mais moi, je rentre dans les Forces. C'est-tu pour longtemps? C'est-tu juste pour essayer? Après ça, je sais que tu as fait une grosse carrière à l'intérieur du 5e RLC, mais avec un escadron d'hélicoptères. Oui. Ça, c'est très important d'en parler parce qu'il n'y en a pas beaucoup, puis tu as eu des postes qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de Canadiens qui ont été affectés à ce niveau-là. Puis aussi, en conclusion, tout à l'heure, j'aimerais ça qu'on parle de lorsque tu as été libéré des Forces canadiennes après 29 ans de service, là, c'est quand même beaucoup, c'est la transition, toujours selon toi, selon ton opinion, là, puis selon comment tu te sentais, comment tu as géré ça, puis tu as réussi à avoir une autre petite carrière qui t'a aidé, puis qui a aidé beaucoup d'anciens combattants. Alors, pour entrer de jeu, Bob. Comment que ça s'est... Pourquoi, là, Robert Dany de Montréal, lui, décide, là, qu'il s'enrôle en première... Puis en quelle année, là? Ouais. Ben, j'ai décidé de m'enrôler. Au début, j'étais au cégep en technique policière. Ah. Puis un matin, il y a quelqu'un qui est rentré de la police, puis il nous disait que les cours, oui, si on finissait, on faisait notre 3 ans de technique. Même à ça, on n'aurait pas de job parce que le métier était contingenté pour les 10 prochaines années. Donc, ça donnait pas grand-chose de faire 3 ans de technique policière dans ce temps-là, en 78. Puis d'arriver au bout, il n'y avait rien. J'avais un de mes amis que son frère avait été dans l'Air Force. Puis il m'avait dit « Ah, il devrait aller dans l'armée, tu vois, c'est... » Bon, ben j'ai dit « OK ». Fait que je me suis enrôlé le 2 octobre 79. Influençable un peu, là. Ben oui, une jeunesse, là, tout fringant, là, 18 ans, là, qui veut rentrer dans les forces, puis qui veut prouver beaucoup de choses. Puis j'ai signé le 2 octobre 79, puis j'ai commencé le 14 octobre, la journée de ma fête à Saint-Jean. Oh, il n'y avait pas un gros délai, là? Non, il y avait besoin de beaucoup de monde dans le temps. Je ne savais absolument pas dans quoi je m'embarquais. C'était pas... tu sais, tout nouveau, il arrive dans l'armée, puis on a toute hâte tu sais, comme on disait dans le temps de la guerre, puis tout ça, puis en tout cas, quand tu es jeune. Lorsque je suis arrivé à Saint-Jean, j'étais sur le cours 79-41. Puis le 79, ça veut dire l'année. L'année, puis le 41e cours qui se donnait cette année-là. Fait que quand on a commencé, c'était comme un léger choc. Je comprends pas ce que c'est là. Un léger choc. Tu sais, je veux dire, ça se lever à 5 heures du matin pour se préparer pour aller courir, prendre sa douche, aller déjeuner, puis en tout cas, tu sais, c'est... Mais honnêtement, ça s'est bien passé. On avait une belle gang là-bas. Puis ça c'est pas que c'était facile, au contraire, là, puis pas parce que dans le temps 79, on ne compare pas les années, là. Non, on ne peut pas comparer les années, parce que chaque cours est différent. Là, puis même nos instructeurs, ben, dans le temps, quand tu es jeune, ton instructeur, tu le prends pour un dieu. Je veux dire, c'est un dieu dans tout, c'est un dieu dans le drill, c'est un dieu dans... Puis après ça, quand tu continues dans ta carrière, ben tu t'aperçois que, mon Dieu, tu sais, c'était ça. Mais c'est ça, on a eu beaucoup de plaisir à ce cours-là. Tu sais, ça a été rough par bout, ben, comme n'importe quoi, tu sais, t'arrives. Puis lorsque ça s'est terminé,
Ben, nous autres, on était chanceux. Dans le temps, le cours d'artillerie se donnait à Valcartier. Ah, il était à Il Valcartier? était à Valcartier, non pas à Shiloh. Fait OK. qu'on a été chanceux. Ça se donnait à Bâtisse 503. Puis le cours s'est fait là. Fait qu'il y a une... Juste à côté du régiment. Ah, c'est au côté du régiment. Ouais. C'est au côté du régiment. Fait qu'on est arrivé là au mois de janvier. On a gradué le 28 mars 80. Puis au mois d'octobre, ben, on partait pour Chypre. Mais sur ton cours d'artilleur, là, Oui. là, parce que pour avoir notre badge d'artillerie qu'on Oui. porte sur notre béret, il faut tirer du Il faut tirer le premier coup de canon. Il faut tirer la poire, on dit C'est la ça. poire, mais la corde là, du canon. Lorsque tu as tiré pour ton premier coup de canon, tu le savais-tu que tu dis, moi, je suis ici pour longtemps, ou tu as dit, c'est un bon feeling, puis je veux continuer à Ah non, apprendre? en tirant le coup de canon, ceux qui ont été artilleurs ou n'importe quel autre métier, ils savent que c'est là que ça se passe. C'est là que ça va être. Puis je me suis dit, ouais, on va être là pour longtemps. On va être là pour longtemps, parce qu'il y avait beaucoup de défis qui s'en venaient. Il y avait Chypre, déjà, il y a les membres du régiment qui venaient nous voir sur le cours. On savait déjà dans quelle batterie qu'on allait être. Puis là, une batterie, ben, c'est une batterie d'artillerie. 6 canons, ben, tout le monde qui gravite autour de ça. Fait qu'on savait déjà dans quelle batterie on était pour aller pour Chypre. Fait que déjà là, le challenge, c'était de faire notre cours le plus vite possible, aller au régiment, s'entraîner, puis on partait pour Chypre. Puis enfin, faire ta job de soldat, là. Ouais, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis lorsqu'on a commencé l'entraînement pour Chypre en 80, ben déjà là, c'était une autre chose. C'était un autre monde là, qu'on voyait. Là. Mais un coup rendu à Chypre, Oui. tu atterris sur le côté grec. Oui. Puis j'aimerais ça que tu expliques un peu au monde, là, parce que Chypre est vraiment dans la péninsule de la Grèce. Puis c'est une île, je vais juste résumer un peu. C'est bon. C'est une île qui a eu des conflits finalement, parce qu'il y avait un côté grec, puis il y avait un côté turc, C'est en puis plein ils ne ça. s'aimaient pas. Puis après ça, ils ont demandé de l'aide à l'ONU, les casques Aux bleus. Nations Unies, c'est ça. Puis j'aimerais savoir comment ça se passait là-bas, puis c'était quoi le plus gros défi pour les Canadiens, parce que je sais qu'on avait une bonne réputation, fait que je te Oui. laisse continuer. Bien, lorsqu'on est arrivé à Chypre, premièrement, c'est une zone de guerre. La zone de guerre, là-bas, quand tu es nouveau, tu arrives là-bas, c'est une zone de guerre. T'sais, déjà là, tu as peur de ne pas revenir. Les parents, tout le monde pleure parce qu'ils s'en vont d'une zone de guerre. Tu arrives là-bas, oui, c'est une zone de guerre, mais on ne peut pas se comparer avec l'Afghanistan ou la Bosnie. Là. C'était vraiment des postes d'observation. 100 mètres devant nous autres, il y avait les Turcs. 100 mètres derrière nous autres, il y avait l'armée grecque, puis nous, on était dans la buffer zone, la ligne verte. Comme la zone démilitarisée. La zone tampon démilitarisée où ce que les Grecs, les Turcs ne peuvent pas aller, nous, on surveillait ça. Il y avait des patrouilles à pied. Fait que déjà là, c'était... Mais s'il n'y aurait pas eu cette ligne-là, est-ce qu'il y aurait eu vraiment des affrontements, puis ça aurait viré au sang, là, au bain de sang, là? Ben, possiblement que oui, parce que dans ce temps-là, le conflit était vraiment, la tension était vraiment palpable des deux côtés. Pas avoir été là, ben, encore une fois, on tombe dans la spéculation. Peut-être que oui, les Turcs auraient pris l'île, peut-être mais oui, le fait qu'on ait été là, ça a fait un changement. Puis le changement, mais là, il y a encore... Je sais qu'il y a encore le côté grec, puis il y a encore le côté turc. Ah oui, bien ça, oui. Là, présentement, de mémoire, c'est seulement l'armée britannique qui est là. Ah. Ça fait partie, c'est une colonie britannique. Il y a une partie, c'est une colonie britannique. Puis c'est ça. Mais à part ça, lorsque j'ai eu la chance d'y retourner en 2006, c'était même plus Chypre des années 80, 81, 87, 88, là. L'autoroute fait l'île au complet, puis quand on parle d'autoroute, c'est vraiment une autoroute. Là. Il y a des stades de soccer là-bas où Ça a pu finir. a pu finir. Là. Mais tu sais, c'est ça. Mais oui, il y a quand même une tension, mais ça s'est réglé avec le temps. Là. Le monde a appris à vivre. Oui, à le monde la a tension, appris à vivre avec ça. Le côté grec s'est développé beaucoup, le côté turc aussi. Fait que tu sais, c'est juste... Fait qu'il n'y a plus rien à envier à personne. Non. Il y a plus... Mais la ligne verte est encore là. La buffer zone est encore là. Puis il y a bien des places, c'est seulement juste, je pourrais dire, symbolique. Là. Mon interprétation de la chose, Ouais. c'est seulement juste symbolique. Puis là, tu as fait 2 tours. On ne dit pas 2 tours un en arrière de l'autre. Là. Non. Il y a eu parce qu'à chaque fois qu'il y a un tour opérationnel, tu as un entraînement, tout dépendant pour vous remettre à jour dans la situation. Là, tu es retourné pour le même genre de mandat. La même chose. Puis là, tu es au régiment, puis ils demandent des volontaires pour aller en Bosnie-Herzégovine.
C'est en plein La ça. République d'Ex-Yougoslavie, au début, ils appelaient ça comme ça? Oui, mais puis lorsqu'ils nous en ont parlé, tu sais, la Bosnie, la République de Yougoslavie, ça ne nous disait pas grand-chose. Lorsque j'ai été appelé pour ça, oui, j'étais au régiment, j'étais un ancien membre du régiment, mais j'étais à l'escadron 430 comme observateur tactique. Puis là, ça prenait 4 personnes pour se rendre en Bosnie, justement avec nos qualifications d'observateur tactique. Puis, ça prenait du monde capable de faire des frappes aériennes. Fait que j'avais cette qualification-là. Fait qu'on était déployés en Bosnie en support au 12e groupement tactique, au 12e RBC. Fait que ton emploi à ce moment-là, c'était observateur d'artillerie. C'est ça. Aussi, tu avais en anglais, dans le terme militaire, FUFAC. C'est ça. FUFAC, ça veut dire que tu as les compétences pour faire tirer un tir de bateau puis un tir d'avion. Tout ce qui est tir indirect. Tout ce qui est tir indirect. Tout ce qui est tir indirect, incluant l'aviation. Fait que c'est pour ça qu'il y avait besoin de tes compétences là-bas. C'est en plein ça. Au cas, mon travail premier, c'était de protéger le groupement tactique du camp BAT 2. Si il y aurait eu une ingérence ou quoi que ce soit, c'était pour protéger le groupement tactique. Puis le conflit, là, il est carrément différent de ce qu'on parle avec Chypre. Là. Tu tombes dans un monde d'une culture carrément, là, c'est le jour puis la nuit. Oui, c'était même pas, même sur l'entraînement qu'on a eu avant d'être déployé pour la Bosnie, c'était carrément pas la même que Chypre. Là, c'était vraiment une zone de conflit à haut risque dans le temps. Puis là, il fallait se préparer à être prête, comme on dit en anglicisme, à combat ready, là, prête au combat. Puis lorsqu'on est arrivé sur le terrain, à Chypre, c'était 2 factions, grecs, turcs. Lorsqu'on est arrivé sur le terrain, il y avait des musulmans, il y avait les Croates, il y avait les Serbes. Il y avait 3 entités différentes. Là, chaque sans compter les religions. Sans compter les religions au travers de ça. Fait que c'était assez compliqué de voir. On est habitué, comme militaire, d'être dans une guerre qui est symétrique. Là. Ça veut dire qu'on sait c'est qui l'ennemi en avant. Mais lorsque tu arrives là-bas, c'est pas que les 3 entités, c'était nos ennemis, mais c'était dur d'essayer de trouver qu'est-ce qui se passait. Là. Parce qu'une journée, c'était une entité qui frappait sur les 2 autres. La journée d'après, il y avait 2 entités qui frappaient sur une entité. Puis c'était tout le temps comme ça. Là. Puis oui, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées là-bas qui ne sont pas des actes de guerre là, qui sont passés. Chypre, c'était même pas. On pouvait pas comparer ça. Autant que le début de la Bosnie, on ne peut pas comparer ça avec. Puis durant tout le tour de la Bosnie, on ne peut pas comparer ça avec ce que les gars ont vécu en Afghanistan non plus. C'est complètement différent. Mandat différent. Le mandat est différent. Lorsqu'on a été déployé en Bosnie, on avait le mandat d'observation et non pas le mandat de protection. Ça veut dire que le mandat d'observation, c'était observer ce qui se passait sur le terrain. Et se défendre à la rigueur, mais c'est tout à la rigueur. Se défendre à la rigueur, mais il fallait vraiment que ce soit une attaque directe vers nos troupes ou quoi que ce soit. Mais en ayant le mandat d'observation, on observe ce qui se passe sur le terrain. On ne peut pas intervenir. Fait on va regarder, j'ai des images, moi, qu'on va regarder ensemble. Puis, c'est des images un peu là, de la Bosnie qui ont pris. Puis, j'ai beaucoup d'amis. Puis, je pense que c'était justement 92, 93, 94. Juste pour situer un peu le monde, les images, le contexte, un peu je vais dire un peu les images paysagistes. Comment que ça ressemble un peu la Bosnie? Puis après ça, on va revenir pour parler de ta carrière. J'ai eu la chance, j'ai été là-bas pendant presque 6 mois et demi. Puis quand on est reparti de là, on a eu des images, c'était la désolation totale, la guerre totale. J'ai eu la chance de voir des films qui ont été faits il n'y a pas longtemps. Puis honnêtement, le combat que j'avais, c'était avec ce qui est là présentement sur le terrain, puis les images qu'on a ramenées en souvenir. C'est plus pantoute. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Si tu regardes les places où on a été, si je parle de Srebrenica, tout a repoussé là-bas.
tout est reconstruit. Oui, il y a encore des zones où ce que c'est... Tu vois là que c'est vraiment qu'il y a eu une guerre là-bas, qu'il y a eu un conflit. Mais à part ça, les autres places, tout est revenu comme c'était avant. Il y a presque... Le monde a évolué. Le monde, ils se sont relevés les manches. Puis parce que c'était un beau pays. Là, on parle des années 80. Il y a quand même eu des Jeux olympiques. Il y a eu les Jeux olympiques qui se sont déroulés là-bas, à Sarajevo. Ouais. Ensuite de ça, on peut comparer ça un peu au canton de l'Est. Les montagnes, c'est vallonneux. C'est vrai. C'est vallonneux. On peut comparer ça à ça. Mais lorsqu'on était là, on pouvait pas... Il n'y avait aucune comparaison à faire. C'était ça. C'était la désolation totale. Mais lorsque j'ai eu la chance de voir ça, puis même lorsque je suis retourné en 2001-2002, ça avait déjà changé. Ça avait déjà changé sur le terrain. La vie a continué avec son cours. Oui, la vie a continué son cours, puis c'est nous autres qui étaient pris avec les images qu'on a ramenées. Les images qu'on a ramenées de désolation, puis tu arrives là-bas, mon Dieu. Je me souviens d'un hôtel à Sarajevo où est-ce que l'hôtel, c'était 3 tours, puis ça avait été détruit complètement, sauf la tour du milieu. Puis j'ai quelqu'un qui allait là-bas à Sarajevo, je dis, regarde, cette tour-là, ils ont fait un monument de l'UNESCO parce que les tours ont résisté pendant bien longtemps. Puis elle me disait, j'ai été là-bas au début, elle dit, j'ai été là-bas, j'ai jamais trouvé ces 3 tours-là. Jusqu'à temps qu'on réalise que dans l'hôtel où ce qu'elle avait couché, c'était l'hôtel qu'ils ont reconstruit au complet. Ah. Puis dans la salle à dîner, il y avait les images de ces fameuses tours-là qui s'étaient effondrées. Ils ont mis comme ça en souvenir. Oui, comme ça en souvenir, mais c'était la place que j'y parlais. Puis c'est pour ça qu'elle cherchait une tour qui était des 3 tours, un hôtel qui était désolé. Ah. Mais ça avait été reconstruit au complet. La même chose, ça avait été reconstruit au complet. Donc le monde, il ne se laisse pas abattre pareil. Non, il ne se laisse pas abattre, puis c'est correct comme ça aussi. C'est correct comme ça aussi. Fait qu'on va regarder ça. C'est bon, on regarde ça. Longtemps, on a considéré la Bosnie comme une petite Yougoslavie, une mosaïque de populations serbes, croates et musulmanes vivant ensemble dans la plus parfaite harmonie. Sarajevo est à la fierté des Bosniaques, un exemple d'intégration culturelle, à tel point que ses habitants se croyaient à l'abri de la guerre entre la Croatie et la Serbie. Les ruines qui bordent les rues de Sarajevo montrent aujourd'hui l'énormité de leur erreur. Le rêve yougoslave s'est transformé en cauchemar bosniaque. Les habitants de la ville martyre l'ont appris à leurs dépens. Ces 4 années de guerre fratricide ont laissé des traces profondes dans leur cœur et dans leur chair. 4 années d'horreur, 4 années de famine, 4 années d'espoir déçu. Et pourtant, les habitants de Sarajevo y croient encore. L'accord de paix signé à Dayton a ramené la confiance disparue et la ville, très vite, a repris ses droits. Les rues de Sarajevo sont à nouveau bondées et les panneaux indiquant la présence de snipers ne sont qu'un mauvais souvenir. Plus besoin de courir, plus besoin de se cacher. Le simple fait de marcher calmement dans la rue est un pur bonheur. Ici aussi tombaient les bombes là-bas. Ce plaisir, Mevlida Davidbegovic le goûte maintenant tous les jours. Elle est directrice d'une école d'infirmières et son voyage quotidien jusqu'à l'école prenait pendant la guerre des allures de course à obstacles. Ce chemin était très souvent bombardé et nous devons courir toujours. Non seulement fallait-il éviter les balles meurtrières des snipers et les éclats d'obus, encore fallait-il tenter de survivre avec les 2 kilos de farine et les quelques boîtes de conserve de l'aide humanitaire. Donc ça, c'est de l'aide humanitaire oui. Que les gens doivent vendre oui. Pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent et acheter quelque chose qui désire manger, la viande ou les fruits. Ce sont les choses qu'il n'a pas besoin maintenant. Les élèves de son école prennent aujourd'hui des cours de grammaire bosniaque. Depuis la guerre, la langue bosniaque a en effet remplacé le serbo-croate yougoslave. Mais dans les faits,
Seul le nom a changé. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre la langue bosniaque et le serbo-croate? Il n'y a pas de différence par les mots, mais le serbe écrit par Cyrillice et le croate écrit comme le latinica. Si la langue, Latin. si la langue bosniaque, c'est la même chose que le serbo-croate, pourquoi on dit langue bosniaque? Parce que nous sommes maintenant un pays souverain et nous pouvons avoir son langue qui s'appelle la langue bosniaque. Depuis un mois, les élèves reçoivent tous les jours une collation, un morceau de pain et un peu de pâté, livré par une organisation humanitaire. Mais ce n'est pas pendant la guerre. Il y a un mois que c'est commencé. Donc pendant 3 ans, les gens n'avaient rien à manger? Non, non, il n'y avait pas rien. Quelquefois, les enfants tombaient par la faim. Omer, le compagnon de Lida, la raccompagne aujourd'hui chez elle. Un geste simple, auparavant impossible. Omer était dans l'armée bosniaque, comme tous les hommes valides. Au pied des énormes tours d'habitation, des choux ont remplacé l'herbe des parcs. Pendant la guerre, ces jardins improvisés étaient bien souvent la seule façon d'avoir des légumes frais. Les choux ont aussi l'avantage de pousser malgré la neige. Là-bas, c'est le stadion. Stadion Koševo, c'est aussi Olympic Stadion pour football. Tous les terrains vacants à Sarajevo sont aujourd'hui occupés par des jardins ou par des cimetières. Même le stade olympique y est passé. Des milliers de pierres tombales ont envahi les parkings tout autour. Et nous ne pouvons pas aller de ce chemin parce que sniper est tué beaucoup par ce chemin. C'était dangereux pendant les enterrements au cimetière? Est-ce que les snipers tiraient sur les gens? Oui, oui. Le tombe des amis de mon fils, il avait seulement 19 ans quand il est mort. Un technique avec sniper lui donnait le balle à la tête. Il est mort tout de suite. La famille de Lida est aujourd'hui réunie au grand complet. Démobilisé il y a 4 jours, son fils Mirza est revenu sain et sauf de la guerre. Il a passé 2 ans et demi dans les tranchées. 2 ans et demi pendant lesquels il n'a cessé de penser à sa mère et à sa sœur, laissées seules à la maison. Car pour elles non plus, la guerre n'a pas été facile. En témoigne la façade de leur immeuble criblée d'éclats d'obus. Si nous étions ici, personne n'est pas vivre maintenant. L'ami de mon fils, qui avait 19 ans et il est mort ici, il chante quelques jours près de mort. Ce sont les enfants qui se trouvaient dans le bris, qui vivent dans notre bâtiment. C'est ma fille. Je pensais qu'il n'y a pas le matin pour nous, que l'espoir n'existe plus. Avant la guerre, j'ai vécu bien parce que j'ai assez d'argent que j'ai par mon travail. Mon mari était ingénieur d'électrique. Il était directeur d'une grande fabrique et il avait assez d'argent. Mais quand la guerre a commencé, toute banque dans laquelle j'ai les argents sont fermées et je ne peux pas prendre mes argent. Il y a des jours quand je n'avais pas aucun argent pour acheter quelque chose que je désirais. Et quel est votre souhait le plus cher maintenant?
je désire que je peux vivre avec mes amis. Je vais au théâtre, au concert, aller au café, se promener, aller à l'autre ville sans peur, etc. Cette volonté de mener une vie normale a poussé Lida à se rendre régulièrement au théâtre, au cinéma ou à des concerts classiques. Le théâtre est resté ouvert même pendant les pires moments de la guerre. Naravno da ima I nikad nije prestalo u Sarajevu tokom rata. Čak je pojavilo se više predstava nego što je urađeno prije. La salle était toujours pleine, comme le dit ce comédien. Parce que les spectacles y étaient gratuits, parce que la salle située au sous-sol était l'un des endroits les plus sûrs de la ville, mais aussi et surtout parce que les habitants de Sarajevo considéraient la culture comme une saine hygiène, un défi lancé par les arts à la folie meurtrière des hommes. Sarajevo u dolini spi. Proleće u šetnju, kamen nijemog sela, odjeljen od gložnje I računa ljudskih, na griješnoj zemlji. Božja slova bijela. Le haut lieu de rassemblement culturel des jeunes se trouve aussi en sous-sol. Restée ouverte toute la guerre, la discothèque Bébé n'a cependant jamais été aussi pleine. Les garçons, revenus du front, y fêtent leur démobilisation et les filles célèbrent leur retour. Les jeunes dansent mais ne consomment pas. L'argent est rare et les denrées sont chères.